Salut à tous, bienvenue dans le 4e épisode de cette série de vidéos sur le voyage à vélo. Dans cet épisode, on voulait parler des applis dont on s'est servi pendant le trip. C'est vrai qu'on trouvait ça très poétique de voyager sans téléphone avec une carte et une boussole. Malheureusement, on est des gens très ancrés dans leur époque, avec un temps d'écran quotidien absolument catastrophique. Donc c'est vrai que même pendant le voyage, on s'est beaucoup servi de nos téléphones et des applis qu'il y avait avec. On dit pas Komoot à chaque fois, c'était pour séparer un peu les applis. Komoot! Pour la planification d'itinéraire, on utilisait Komoot. Pour résumer un peu le process, avant d'arriver dans un pays ou une région, on va voir sur internet ou sur les sites d'autres voyageurs tout ce qu'il y a un peu à voir dans le coin. On enregistre tout ça sur Google Maps et avec Komoot, on essaie de tracer une ligne qui passe par le plus de points possible. C'est une appli qui est très répandue, ultra pratique, même si des fois la catégorisation des routes, pour savoir si c'est asphalté ou si c'est un chemin de terre avec des cailloux, c'est pas ultra précis, mais bon, c'est aussi ça l'aventure peut-être. On utilisait la version gratuite de l'application, la seule chose qu'on a payée, c'est un pack de cartes du monde entier pour pouvoir tracer des itinéraires partout dans le monde, et ça nous a coûté une vingtaine d'euros. Petit point syndicalisme quand même, récemment Komoot a été racheté par un fonds d'investissement italien, donc c'est difficile de savoir ce que ça va devenir, mais potentiellement il peut y avoir de gros licenciements, une baisse de qualité dans les services ou une augmentation des prix. Donc voilà, pour l'instant ça marche, mais à l'avenir peut-être qu'on devra se diriger vers d'autres applications. Et il y en a plein d'autres en vrai. Nous on utilise Komoot parce qu'on n'est pas des gens originaux, mais il y a des gens qui utilisent par exemple GeoVélo en Europe qui marche très bien. Maintenant mon application favorite, Organic Maps ou Maps.me, c'est la même chose. C'est juste une application de cartes hors ligne, mais du coup c'est super pratique parce que c'est gratuit. Ensuite on utilisait souvent Météo et Radar, qui comme son nom l'indique est une appli de météo qui est hyper complète. On s'en servait pour deux choses majoritairement, donc déjà pour avoir les prévisions de la force et de la direction du vent, parce qu'à vélo c'est quand même quelque chose qui peut avoir son importance, surtout quand on est dans un endroit très vaste et très plat. Et on l'utilisait aussi en cas de mauvais temps pour avoir la localisation des impacts de foudre. Quand on est au sol, c'est pas toujours facile de savoir où sont les orages exactement, dans quelle direction ils vont, s'ils se rapprochent ou s'ils s'éloignent. Donc avec cette appli, on avait les impacts en temps réel, et ça pouvait soit nous rassurer quand on voyait que le mauvais temps s'éloignait, soit au contraire en bivouac nous faire complètement paniquer parce qu'on voyait qu'il y a des éclairs qui tombaient partout autour. C'est pas arrivé très souvent non plus. D'ailleurs, puisqu'on parle météo, on peut vous conseiller aussi le site Weatherspark qui compile en fait des données météorologiques aux quatre coins du monde. Donc en tapant le nom d'une ville n'importe où sur la planète, on peut avoir les températures moyennes, minimales, maximales à n'importe quelle période de l'année, la fréquence des précipitations, la taux de couverture nuageuse, la direction des vents dominants, etc. Et ça c'est quand même assez pratique pour savoir un peu à quel climat on peut s'attendre. Typiquement, nous, quand on a décidé d'aller vers la péninsule arabique à la fin 2024, on était persuadé qu'on allait passer l'hiver au chaud. Et quand on s'est réveillé un matin au milieu de l'Arabie Saoudite avec 2 degrés, on a été un peu surpris et ça serait sûrement pas arrivé si on avait checké Weatherspark avant. On va enfoncer encore un peu plus de portes ouvertes en parlant de Polar Steps. C'est une application de carnet de voyage en ligne, vraiment. Ça permet d'enregistrer des points de passage et d'y ajouter un peu de texte, un peu de photos, pour garder des souvenirs, pour communiquer auprès de nos proches ou d'autres voyageurs. On s'en servait aussi, nous, pour s'inspirer d'autres voyages. Il y a aussi une fonction de tracking qui permet d'afficher notre position en temps réel sur une carte. Ça, clairement, on l'a partagé qu'avec nos parents. Ça permettait de les rassurer un peu, de savoir où on était, même si techniquement, ils pouvaient pas vraiment venir nous chercher s'il nous arrivait quelque chose. Pour faire nos comptes, on utilise l'application TravelSpend, donc un peu comme TreeCount, mais plus orienté voyage. Donc on peut rentrer des sommes en devises étrangères, on peut classer les paiements dans différentes catégories. Et ce qui est assez pratique, c'est qu'il y a les taux de change dessus. Donc quand on arrivait dans certains pays sans avoir internet, on pouvait checker un peu le taux de change via cette application. Petite astuce Dora ? Ouais, tu peux le rajouter si tu veux. Petite astuce Dora, il y a une version payante de l'application où on peut manipuler un peu plus nos données et surtout exporter dans un petit tableau Excel pour avoir des jolis diagrammes. Cette version payante, elle a 7 jours gratuits, donc à la fin de vos voyages, vous prenez ces 7 jours, vous exportez tout et vous pouvez vous faire des petits diagrammes gratos. Pour retoucher mes photos, j'utilisais la version gratuite de Lightroom sur iPhone. Voilà, rien à dire dessus, ça marche super bien, ça permet de faire tous les réglages de base, de synchroniser les images entre elles ou d'enregistrer des presets. Donc c'est vraiment tout ce dont j'avais besoin. Et pour créer des bords blancs autour des photos, j'utilisais l'application InstaSize, donc là encore qui marche très bien. J'utilisais la version gratuite, donc j'avais beaucoup de pubs dessus pour la version payante, mais à part ça, aucun souci. L'avantage par rapport à Lightroom, c'est qu'il y a beaucoup plus de formats d'images disponibles et que ça permet de mettre plusieurs photos sur une seule image, ce qui n'est pas disponible du coup dans Lightroom. Pour faire du montage vidéo assez simple, on utilisait CapCut sur nos téléphones, c'est un peu une référence dans le domaine sur Instagram, etc. Et dès qu'on voulait faire des projets un peu plus ambitieux, on basculait sur DaVinci,
qui est disponible que sur PC et Mac. C'est un logiciel avec une version gratuite vraiment très complète et très professionnelle, et ça répondait vraiment à tous nos besoins. On sort un peu du domaine des applications, mais on voulait quand même évoquer ici le sujet du forfait parce que c'est une question qui est beaucoup revenue, notamment sur Instagram. Donc déjà, Charlotte, elle avait un forfait free avec 35 Go de données à l'étranger qui couvrait énormément de pays dans le monde. Donc souvent, les SMS et les appels n'étaient pas inclus, mais 35 Go, c'était quand même assez confortable. En plus, depuis quelques mois maintenant, il y a un VPN qui est intégré à ce forfait, et ça, c'est assez pratique quand on voyage parce qu'il y a certains sites qui sont bloqués dans certains pays. Et je sais à quoi vous pensez, mais non, je faisais plutôt référence aux réseaux sociaux qui sont pas accessibles, notamment en Chine ou en Iran par exemple. Sinon, quand on prévoyait de rester longtemps dans un pays et qu'on voulait avoir tous les deux de la connexion, que le forfait de Charlotte la couvrait pas dans cette zone-là, on s'achetait des cartes SIM prépayées tout simplement chez un opérateur téléphonique local. Avant de partir, on savait pas trop à quel point ce serait facile d'en trouver et on a vite réalisé que c'était vraiment hyper répandu et la plupart du temps c'est en plus très peu cher. Et c'est vrai qu'en ce moment on voit beaucoup de pubs et de codes de réduction sur les réseaux sociaux, sur YouTube par exemple, pour des applications de eSIM orientées voyage, et ça d'un point de vue financier c'est vraiment pas quelque chose qu'on conseillerait. Je vais prendre un exemple, quand on est arrivé au Kirghizistan on a payé 5 € chacun pour avoir 30 Go pendant 30 jours. Sur Saili, j'ai regardé, pour avoir 10 Go au Kirghizistan, il faut payer 38 $, donc c'est vraiment des tarifs qui sont stratosphériques. De la même manière, en Jordanie, on a payé 20 € pour avoir de l'internet illimité, et pour le même prix sur Saili, j'ai 5 Go de données, donc encore une fois, c'est incomparable. Donc je sais que c'est tentant, quand on voit tous ces codes de réduction sur les réseaux sociaux, de s'orienter vers ces solutions-là, mais encore une fois, nous on trouve que c'est beaucoup plus simple et beaucoup moins cher de prendre des SIM prépayés. Tu dis quoi? Voilà, c'était tout ce qu'on avait à dire sur la partie audiovisuelle. Ouais. On espère que l'épisode vous a plu, abonnez-vous, tout ça. Ouais, c'est tout ce qu'on avait à vous dire sur les applis qu'on utilisait au quotidien. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Et si vous le souhaitez, laissez-nous un petit commentaire avec vos questions, vos remarques, on y répondra avec plaisir. Bisous. Bisous.